Mesdames, Messieurs, j'ai à la fois l'honneur et le plaisir d'introduire une amie et en même temps qu'une personne que j'admire énormément, le professeur Meunier. Françoise Meunier, je voudrais dire la baronne Meunier, est en fait née le même mois que moi. Nous avons suivi des carrières académiques fort comparables, moi en gynécologie, mais vous en oncologie. Et l'oncologie est un des domaines médicaux qui certainement a connu le plus d'évolution, je devrais dire de révolution, au cours de la fin de ce XXe siècle et au début du XXIe siècle. Françoise Meunier est élue correspondant rénicole de l'Académie royale de médecine le 20 mai 2006 et membre titulaire le 24 octobre 2009. Elle fut diplômée docteur en médecine en 1974 de l'Université libre de Bruxelles avec la plus grande distinction. Elle est spécialiste en médecine interne en 1979 et puis elle se déplace à New York où elle va effectuer un séjour de 2 ans dans un des 2 plus grands centres américains de cancérologie, le Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Elle bénéficie de bourses de l'OTAN, de bourses Fulbright, de la Fondation Rose, de bourses de la Fondation Rose et Jean Hoquet, et puis devient agrégée de l'enseignement supérieur en 1985. Elle est maître de recherche du FNRS en 1990. Elle dirige la clinique des maladies infectieuses et du laboratoire de microbiologie à l'Institut Jules Bordet de Bruxelles. Et puis, très rapidement, elle est nommée directrice de l'EORTC, l'European Organization for the Research and Treatment of Cancer. C'est un des plus grands centres et des plus prestigieux centres de recherche oncologique multinational européen qui fait vraiment le pendant de l'American Cancer Institute et qui a une renommée internationale. Françoise Meunier a mené d'une main de velours, mais avec énormément d'efficacité, l'EORTC. Elle est responsable de la coordination des études cliniques dans plus de 300 hôpitaux universitaires européens qui incluent près de 6000 malades chaque année. Elle est titulaire de nombreuses distinctions honorifiques, de nombreux prix. Fellow Royal College of Physicians. Elle a été Fellow by Distinction of the Faculty of Pharmaceutical Medicine of the Royal College of Physicians. Elle est une femme scientifique et donc trop peu de femmes scientifiques sont reconnues et elle a eu le prix Femmes d'Europe, Femmes Leaders. Elle a été honorée par Sa Majesté le roi Albert II de Belgique du titre de baronne en 2007 et prestigieusement elle reçoit le prix de la Fondation Pet Scholar pour Lifetime Contribution to Oncology et elle reçoit en 2012 également l'ISMO Lifetime Achievement Award. Françoise Meunier est une personne qui a énormément publié sur les infections chez le malade cancéreux, sur les défis de la recherche clinique pan-européenne et plus récemment sur la vie après le cancer. Mais outre ses qualités de femme, de ses qualités de personnalité scientifique remarquable et de clinicienne hors pair, elle est restée une personne simple, une personne humble, une personne aisément accessible, très agréable. Et pour nous, c'est un réel plaisir de l'avoir dans la compagnie. Madame Meunier, nous sommes honorés de vous présenter. Merci, Monsieur le Professeur Fouaddard. Pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Fouaddard est le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine de Belgique. Merci d'être là. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous pendant cette conférence un sujet qui m'a passionné pendant toute ma carrière et qui en fait est l'objet de mon enthousiasme et de mon engagement professionnel pendant plus de 40 ans. La présentation va se diviser en 3 parties. La première, je vais quand même vous expliquer ce que c'est l'EORTC, donc European Organization for Research and Treatment of Cancer. Quels sont les progrès? Comment sommes-nous arrivés là? Et des perspectives personnelles et des défis qui sont encore considérables et qu'il faut prendre en considération actuellement. Je vais vous faire peur au début. Le cancer ne va pas disparaître. Donc, quand vous entendez des slogans « Vaincre le cancer », moi, ça m'irrite parce que c'est trompeur pour la population et c'est aussi décevant. On ne va pas vaincre le cancer. Le cancer va
avoir une incidence, donc arriver de plus en plus, un homme sur 3, une femme sur 4 seront confrontés à un diagnostic de cancer au cours de leur vie, et ça risque d'être de plus en plus important pour une des raisons principales, c'est le vieillissement de la population, et c'est le fait qu'on meurt beaucoup moins d'accidents de voiture, de traumatismes, de rougeole, de rubéole, de tuberculose, d'accidents de moto, etc. Et donc on vieillit, et le cancer est une maladie du vieillissement. 60% des cancers arrivent après 60 ans. Donc il ne faut pas espérer éradiquer le cancer, mais la modalité de diagnostic font que dans nos pays, en tout cas, on le diagnostique de manière beaucoup plus précoce, et donc on a des modalités thérapeutiques beaucoup plus efficaces, et que donc cela devient une maladie chronique. Et maintenant, il faut vivre avec l'idée que d'une part, ce cancer va exister, va nous confronter à des besoins énormes en soins médicaux, en coûts de budget de santé, en personnel, en infirmières, en médecins, malgré le fameux numerus clausus, en lits d'hôpitaux, etc. Et donc, c'est un problème sociétal important, mais il y a des messages d'espoir incroyables. Je pense qu'on vous a distribué une publication récente sur le fait que ce n'est plus une sentence de mort, et une des preuves, les voici, donc des faits et des chiffres. Voilà, entre 1970, l'année où j'étais en premier doc, et maintenant, significativement, une diminution de mortalité qui s'observe en Europe, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc, nous améliorons considérablement chaque année la survie. Et c'est ça mon engagement, c'est de faire tout ce que j'ai pu pendant ma vie professionnelle pour améliorer la survie et la qualité de vie des malades atteints de cancer. Il faut bien se dire que quand on pense à un diagnostic de cancer, ça plonge le malade et ses proches dans une détresse épouvantable et dans l'angoisse de la mort. Mais il faut vivre avec l'idée qu'on a fait des progrès fantastiques. Alors, voilà des chiffres de nouveau pour vous convaincre de ces progrès majeurs. Et ces progrès, je vais vous expliquer comment on est arrivé là. Ben, le cancer du testicule, vous avez tous entendu parler de Lance Armstrong, le coureur cycliste. Dans les années 70, un cancer du testicule, c'est une maladie qui arrive chez des hommes jeunes, entre 20 et 30 ans. C'était une mortalité totale, 0% de survie à 5 ans. Maintenant, c'est plus de 95%. Grâce à une chimiothérapie extrêmement effective, les malades de cancer du testicule ne meurent plus de leur cancer du testicule. La leucémie des enfants, c'est la même chose. On est passé de 10% de survie à 90% de survie. Le cancer du sein, de nouveau dans nos pays, diagnostiqué souvent très petit grâce à des screenings et les mammographies, etc. La maladie de Hodgkin, et je vous montrerai des exemples et des études qui ont mené à tout ça. Le cancer du côlon, le cancer des os, la leucémie adulte. Il y a 2 maladies, 3 en fait, pour lesquelles on n'a pas fait beaucoup de progrès, c'est le poumon. Encore que depuis 2-3 ans, grâce à l'immunothérapie et toutes ces nouvelles molécules dont on parle beaucoup, on a des réponses aux traitements qu'on n'imaginait pas. Et donc, si je devais peut-être faire cette conférence dans 5 ans, je crois que le poumon va avoir une augmentation importante, mais c'est trop tôt, on ne peut pas encore le dire, mais on a énormément d'espoir dans des molécules d'immunothérapie. Le pancréas, honnêtement, on n'avance pas. Et pour le cerveau, je vais vous en parler parce que nous avons apporté une contribution très importante dans le cadre de l'EORTC à la compréhension et au traitement des maladies de tumeurs cérébrales. Donc là, ça reste pas toujours très bon pronostic, mais on a quand même progressé. Comment on en est arrivé là? Parce que c'est quand même fantastique. Moi, je trouve ça une chance extraordinaire sur une carrière médicale. J'ai été diplômée médecin en 74, d'avoir la chance d'observer des progrès aussi importants. Alors, comment on y est arrivé? Voilà. Grâce à des Européens qui ont été des visionnaires. Et je dis toujours que tout rhétoricien devrait lire les mémoires de Jean Monnet.
Je n'ai jamais lu un livre aussi enthousiaste, passionnant sur l'Europe, de quelqu'un qui était persistant, convaincu, qui ne lâchait pas son os tant qu'il n'arrivait pas à arriver à ce qu'il voulait pour la création de l'Europe. Et je vous ai mis en parallèle, j'aime beaucoup l'histoire, donc quand je veux me détendre, je lis des livres historiques ou des biographies. Et la création de l'Union européenne avec un autre tout aussi grand visionnaire qui lui était belge, qui était Henri Tagnon, qui était revenu des États-Unis à la demande de l'ULB pour créer l'Institut multidisciplinaire de l'Institut Jules Bordet, mais qui était imprégné de cette culture anglo-saxonne de recherche américaine. Il avait travaillé de mai 40 à 52, donc pendant 12 ans, au Sloan Kettering, qui est l'hôpital où il m'a envoyé d'ailleurs après, à New York. Et donc il est revenu avec cette mentalité de coopération, de grands moyens, de vision d'établir la recherche européenne. Et Henri Tagnon, en 62, a convaincu Veronesi et Garattini, qui sont deux tout grands chercheurs italiens. Veronesi était chirurgien, c'est grâce à lui qu'on n'enlève plus tous les seins, et Garattini, qui est un pharmacologue à Milan. Et Georges Mathé, et c'est important de le dire, Georges Mathé était un chercheur à Villejuif, donc plus gros institut de cancer de France, qui a été le premier homme au monde à faire une greffe de moelle. Et ça se passait chez 6 ingénieurs yougoslaves qui ont été victimes d'un accident, d'une irradiation dans les fins 50, 56, 7, 8. Et il les a fait venir à Paris, à Villejuif, et ils travaillaient sur l'hématologie, les leucémies, etc. Et c'était la première greffe de moelle au monde qui a sauvé un certain nombre d'entre eux, je crois que c'est 4 sur 6. Donc c'était tous des gens visionnaires qui voulaient coopérer à l'échelle européenne. Mais Tagnon, qui était en Belgique et qui était très imprégné et impressionné de cette création de la communauté économique du charbon et de l'acier, de l'Union européenne, etc., s'est dit que la Belgique, small irrelevant country, que dans un groupe international de coopération, il n'aurait pas voulu l'Angleterre ou l'Allemagne ou la France, et donc nous, on avait les institutions européennes et on pouvait avoir un quartier général d'une organisation internationale de recherche contre le cancer. Et c'est comme ça que l'EORTC a été créé à Bruxelles, sous la loi belge, mais une organisation internationale. Et en fait, au début, en 62, ça s'appelait le GEK, de nouveau un peu en parallèle avec la CK, qui était en français le groupe européen de la chimiothérapie anticancéreuse. Et ce n'est qu'en 1968 que les Anglais se sont dit, oui, mais ils ont l'air de bien travailler ensemble, tous ces cancérologues, nous on veut aussi faire partie du club. Et donc nous avons changé notre nom du groupe européen pour la chimiothérapie anticancéreuse en EORTC, European Organization for Research and Treatment of Cancer, en 68. Je peux vous promettre que maintenant qu'il y a le Brexit, on ne va pas rechanger le nom. Alors en 1972, Tagnon avait toujours gardé des liens avec le National Cancer Institute et donc ils ont créé un National Cancer Institute Liaison Office, ce qui nous permettait de coopérer, de coordonner nos études et nos recherches entre les États-Unis et toute l'Europe. Et au début, les études, parce qu'on faisait des études cliniques, et donc je vais vous expliquer ce que c'est la recherche clinique et les études cliniques, se faisaient dans chacun de ces gros hôpitaux, Milan avec Veronesi, Garattini, Villejuif avec Georges Mathé et Bordet. Et puis ils se sont dit, mais en fait, ça grandit, on a de plus en plus de gens qui ont envie de venir travailler avec nous, on a besoin d'un headquarter, d'un data center, d'une unité de coordination. Et là était bien la vision d'Henri Tagnon, ce qu'il voulait que ce quartier général soit près des institutions européennes, puisqu'on n'était pas européen, et soit à Bruxelles. Et donc, de nouveau, c'est comme ça que l'EORTC a eu son quartier général établi à Bruxelles. Je vous raconte tout ça parce que souvent il y a un négativisme, un pessimisme, et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait en Europe, on n'a pas du tout à rougir. On a été pionnier, l'histoire de Georges Mathé, de Veronesi. Donc,
il y a quand même des choses incroyables et fabuleuses en Europe, et je crois qu'il faut être très fier d'être européen et de continuer à se battre, parce que je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, et je vais vous montrer beaucoup de mes inquiétudes et de potentiels problèmes pour maintenir l'Europe sur la carte. Alors, donc les ORTC, c'est une organisation de recherche clinique. Quand on dit recherche, pourquoi on a fait des progrès en cancérologie? On a fait des progrès parce que d'une part, on essaie de comprendre ce qui se passe à l'échelle de la cellule, quels sont les mécanismes qui font qu'une cellule devient cancéreuse. Ça, c'est tout un énorme volet super important qui s'appelle la recherche fondamentale. Vous faites de la recherche fondamentale, vous découvrez un gène, vous comprenez ce qui se passe à l'échelle de la cellule, vous essayez de trouver une cible, un médicament, et vous passez par la souris, le rat, la souris, etc. Mais comme je dis toujours, quand vous avez guéri une souris, parce que vous avez compris et trouvé un mécanisme qui peut combattre ce qui a créé le cancer, vous n'avez strictement rien fait pour le malade en face de nous. Moi, je suis une clinicienne, si on voit des malades, c'est pas parce que j'ai guéri une souris que je sais comment je dois traiter le malade en face de moi. C'est ça la mission et la vision et le rôle de l'EORTC. C'est comment je passe des données de la recherche fondamentale à la clinique, au lit du malade, et transférer les résultats de recherche en pratique. Et donc ça, c'est la recherche clinique. C'est quoi la recherche clinique? C'est tester des hypothèses. Est-ce que l'approche A est mieux que l'approche B? Et de solliciter des patients consentants, je vais vous parler des consentements éclairés, à participer à ces recherches cliniques, et donc dire à un malade, avoir une honnêteté intellectuelle et une rigueur scientifique, de dire « je ne connais pas le meilleur traitement pour vous, mais on a découvert ceci, cela, nous pensons que ceci est une bonne étude parce qu'on ne sait pas s'il faut faire A ou B, et si on met 500, 800, 1000 malades dans cette approche-là, quand on aura fini et analysé, on pourra établir quel est le traitement de référence, quel est le traitement standard, et continuer à construire comme ça. Et si je vous ai montré les progrès passant de 0 pour le testicule à 95 pour la survie, on n'est pas passé de 0 à 95. Et les 40 ans, ça a été 0 à 10, 10 à 18, 18 à 27, 27 à 40, etc. Donc, j'essaie de vous faire comprendre que la réalisation, la conduite d'études cliniques avec des malades qui, par définition et pour des raisons éthiques, doivent avoir le meilleur traitement pour eux, est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement rigoureux, qui nécessite des approches éthiques extraordinairement précises, et donc que ça prend un temps fou, et que ça coûte énormément d'argent, et que quand on a guéri une souris, ou qu'on a découvert un gène, les journalistes vont vous écrire des grands articles, et les financiers vont investir dans telle ou telle potentielle molécule, ou telle firme pharmaceutique ou biotech maintenant, mais que l'attente de la société et des patients fait que le transfert de ces données, j'ai guéri une souris, je l'applique à tous les malades dans tous les hôpitaux, ça prend 7 ans. Donc il ne faut pas créer des désespoirs ou des déceptions dans l'attente du public, parce que la conduite de la recherche clinique avec toutes les contraintes dont je vous ai déjà parlé, mais que je vais continuer à développer, font que cette recherche clinique est lente, complexe, difficile, et doit se réaliser à l'échelle européenne pour essayer d'avancer. Notamment, par exemple, pour les tumeurs rares, ou si vous voulez traiter 1000 cas de sarcome, qui sont, je vais vous montrer aussi, des tumeurs très rares, il faut un réseau européen. Parce qu'en Belgique, par exemple, il y en a 80 par an. Donc, si vous voulez, par des raisons statistiques, il y a des statisticiens de l'EORTC dans la salle. Donc, ils nous disent, pour faire votre hypothèse et pour montrer si A est mieux que B, vous avez besoin de 800 malades.
Ben, ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça dans un seul pays à l'échelle nationale. Et ça, c'est la complexité et la beauté de l'activité de l'EORTC, qui recrute, par exemple, ça ce sont les statistiques de recrutement des 10 dernières années, 48 000 patients, et pour des raisons historiques, 85% viennent des pays de l'Union européenne. C'est toujours un peu un hit parade, France, Néderlande, c'est pour des raisons de coopération historique. La Belgique, quand même, 5600 malades, mais aussi des pays de la non-Union européenne. Et Rest of the World, parce qu'il y a des études tellement complexes que maintenant on doit les faire avec le Japon ou avec l'Australie, notamment en mélanome, ou parfois des études jointes avec le Canada. On a des grosses coopérations avec le Canada qui sont extrêmement bien organisées aussi. Et je remercie toujours, et je crois qu'il faut avoir conscience, ces centaines de milliers, si on a fait les progrès que je vous ai montrés sur le tableau de survie à long terme, il faut vraiment avoir conscience qu'il y a des centaines de milliers de patients qui nous ont fait confiance, qui ont accepté d'être dans une étude clinique et qui ont permis de faire les résultats et ce qu'on est aujourd'hui. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Les enfants, c'est la même chose. Voilà des courbes de mortalité des enfants. Donc, le cancer de l'enfant, aussi bien en Europe, et de nouveau, vous voyez qu'il n'y a pas à rougir entre l'Europe et les États-Unis. Les courbes de survie et d'amélioration de la diminution de la mortalité sont similaires en Europe et aux États-Unis. Et tout le réseau qui s'occupe des leucémies d'enfants, mais aussi toutes les tumeurs pédiatriques, sont extrêmement bien organisés. Et quasi tous les enfants qui sont qui ont une affection néoplasique, que ce soit leucémie ou tumeur solide, sont inclus dans des études cliniques parce qu'ils se sont rendus compte que c'était la seule façon, tout en l'expliquant aux patients, hein, de nouveau, à la famille, aux parents, tout en expliquant cela, parce qu'ils se rendent compte que c'est grâce à ça qu'au cours des 40 dernières années, on a vu chuter cette mortalité des cancers pédiatriques. Quand on dit recherche clinique, il y a deux aspects dans la recherche clinique. Il y a d'une part l'aspect « je veux développer une nouvelle molécule ». Il n'y a aucune université qui a les reins solides ni la possibilité de développer une nouvelle molécule. C'est plus qu'1 milliard pour arriver de j'ai guéri ma souris à je suis chez le pharmacien, avec toutes les autorités, les remboursements, etc. Donc ce n'est pas ni le rôle ni la mission d'une université. Et donc on a besoin de l'industrie pharmaceutique qui injecte vraiment des budgets énormes en research and development pour développer des nouveaux médicaments. Mais ce dont on a besoin, ce sont des évaluations indépendantes. Et donc d'évaluer ces médicaments, non pas dans le giron de l'industrie, mais par des organismes comme le nôtre, de manière strictement indépendante. Mais à côté, pour avoir des évaluations objectives. Mais à côté de ça, la complexité additionnelle de la cancérologie fait que vous avez des tas de questions qui ne reposent pas sur l'administration d'un médicament. Est-ce qu'on enlève tout le sein? Est-ce qu'on irradie avant ou après? Est-ce qu'on enlève la prostate? Ou est-ce qu'on l'irradie? Ou est-ce qu'on ne fait rien parce que le malade va mourir d'un infarctus et que ça ne sert à rien de l'ennuyer avec des effets secondaires quand même importants et de la prostatectomie et de l'irradiation prostatique? Donc, toutes ces questions, est-ce qu'on enlève le larynx ou est-ce qu'on irradie le larynx? Il n'y a pas de médicament, il n'y a aucune firme qui ne va jamais faire ce genre d'études dites de stratégie thérapeutique. Donc, qui fait ça? Qui fait ça? Pas les autorités publiques. Donc, c'est la charité, c'est le mécénat qui font les études de stratégie de traitement. Est-ce qu'on irradie tout le sein, une partie du sein? Est-ce qu'on irradie aussi les ganglions? Est-ce qu'on enlève la prostate? Toutes ces questions dites de stratégie qui sont fondamentales pour le malade, mais aussi pour les finances publiques et pour les budgets de soins de santé, sont extrêmement importantes et c'est ça qu'on appelle les stratégies multidisciplinaires, qui n'intéressent pas du tout l'industrie pharmaceutique. Alors, je vais vous montrer aussi les rôles de l'EORTC. Et bon, nous avons fait depuis 1976
toute une série d'études AML, c'est Acute Myelocytic Leukemia, donc ce sont des leucémies d'adultes, en coopération avec un groupe italien d'hématologie, et qui a compris de nouveau, vous voyez, des milliers de malades qui, depuis 1976, ont permis, c'est la courbe dont je vous parlais, on est passé de 17% à maintenant 42% en 2008. Mais vous voyez que c'est long, que c'est compliqué, qu'il ne faut pas imaginer passer de ça à 90%, sauf une exception que je vais vous montrer. Le Hodgkin, c'est la même chose. Notre tout premier essai en 1964, quand l'EORTC a commencé, a mis en place son premier essai clinique, c'était un essai Hodgkin. Et vous voyez le nombre, ici c'est un nombre de malades qui ont été inclus dans toute la succession d'études Hodgkin qu'on a fait, avec les résultats et l'augmentation lente de nouveau, mais quand même importante, de 70 à plus de 90% de survie chez des malades qui ont accepté d'être dans nos études cliniques. Et c'est ça qui fait les traitements de référence, le standard de demain. Donc si aujourd'hui on traite un malade qui a une maladie de Hodgkin, plus dans une étude clinique, parce que le traitement qui a été établi est le traitement standard, tout comme les testicules, c'est 95% de survie. Donc on ne fait plus d'études cliniques pour ce genre de maladie, puisqu'on a établi le traitement standard de référence. Plus compliqué, le cerveau. Je vous ai parlé qu'on avançait, mais quand même pas de manière spectaculaire. Donc, et là, les EORTC pour les tumeurs rares est super important parce que les tumeurs cérébrales sont des tumeurs rares. Et pour les gliomes, ben, d'abord, il y a différents grades. Quand on regarde au microscope les cellules d'une tumeur cérébrale, il y a des grades 2, il y a des grades 3, il y a des grades 4. Et plus le grade augmente, plus le pronostic est mauvais. Et donc, quand on mélange des malades de différents grades, ce n'est pas une bonne idée parce qu'on ne va pas avoir de bons résultats. Et un des rôles importants de l'EORTC entre 1996 et 2010 a été de justement différencier les études cliniques pour des centaines de malades. Hein, c'est 1418 patients qui ont été incorporés dans 3 études différentes en fonction de leur grade. Donc, de nouveau, importance de la coopération internationale. Il n'y a aucune étude qui sait se faire à l'échelle nationale avec 500 malades traités dans un seul pays, et où on peut montrer des bénéfices avec ajouter par exemple la temozolomide qui est une chimiothérapie ou ajouter une autre chimiothérapie en cas de grade 3, etc. Donc tout ça c'est pour vous familiariser avec les notions de la recherche clinique et de leur complexité. Mais voilà une étude qui est aussi extrêmement importante parce que vous avez sûrement entendu parler des caractéristiques moléculaires de la tumeur, que la tumeur de monsieur X n'est pas la tumeur de monsieur Y, que maintenant on peut identifier les aberrations génétiques, les dysfonctionnements génétiques qui font qu'une cellule devient cancéreuse. Et donc, notamment en tumeur cérébrale, c'est ce qu'on appelle les biomarqueurs, on a découvert qu'il y avait des translocations, donc ce qui fait que la cellule est cancéreuse et qu'il y a une translocation d'une partie d'un chromosome sur un autre. Mais si vous traitez tous les gliomes avec ou sans translocation, de nouveau on mélange des pommes et des poires, d'où l'importance, et c'est ça qu'on appelle la recherche de transfert, la recherche translationnelle, c'est de diagnostiquer vraiment à l'échelle moléculaire les caractéristiques génétiques de la tumeur de chaque patient, pour pouvoir alors étudier des sous-groupes. Donc si vous voulez, il y a énormément de sous-groupes, ils ont ce gène-là altéré ou pas, et c'est la même chose pour le cancer du sein, où maintenant on dit il y a 8, 9, 10 types différents de cancer du sein, donc on ne traite plus tous les cancers du sein dans une même étude, ce qui ajoute une couche de complexité à la recherche clinique, et c'est vrai pour tous les tumeurs, donc je vous parle du sein et du cerveau, mais c'est vrai pour tous les organes. Donc maintenant on ne raisonne plus tellement en notion de organe, c'est un côlon, un sein ou un cerveau, c'est vraiment quelle est l'altération génétique qui a fait que la cellule est devenue cancéreuse. Et ça, c'est une étude qui a montré que quand on ajoutait la chimiothérapie chez ces spécifiques sous-groupes de patients, qui a quand même nécessité 745 malades, donc vous voyez l'ampleur pour une tumeur rare, on ajoute et on améliore la survie de ces malades. Alors, je vous ai dit, on ne voit jamais passer de ceci à cela. Ça, c'est une exception.
on a vu ça une fois, moi, en 40 ans, plus de 40 ans de recherche clinique en cancérologie. C'est la seule étude, c'est l'administration de Glivec, qui est une chimiothérapie, dans les gastro-intestinales soft tissue sarcome. Donc c'est un sarcome intestinal très rare, là aussi, il y en a 60, 100 en Belgique par an, et où en 9 mois, nous avons pu rentrer 1000 malades, de nouveau grâce à la coopération internationale, en évaluant une drogue, un médicament, le Glivec, à 2 doses différentes. Et ceci sont les survies des patients avant le Glivec. Et les 2 doses étaient équivalentes, qu'ils le prennent 1 fois par jour ou 2 fois par jour ne changeait rien. Et voilà un bon. Mais un bon comme ça, c'est rarissime. On a eu la chance de voir ça une fois. Et cette étude est publiée. Et maintenant, ce sont des malades qui mouraient. Et vous voyez la courbe à 30 mois, quasi tout le monde est mort. Maintenant, donc cette étude a été publiée en 2004. Il y a des patients qui sont depuis 15 ans sous Glivec. 15 ans. C'est ça la notion de survivor. Et ils s'accrochent à leur Glivec, ils ne veulent pas arrêter. Et là se pose une question de survivorship. Parce que, quelle est l'optimal duration? Quelle est la durée optimale de traitement? L'industrie n'a aucune envie de faire arrêter. C'est une machine à sous, ça rapporte que tant que le malade est sous Glivec, ça rentre. Et donc, de nouveau, le rôle de l'organisation internationale académique comme les nôtres pour faire des études d'optimisation, de durée de traitement, de combinaison, dans quelle séquence. L'industrie n'a pas envie de faire ça parce que ça ne lui rapporte rien. Donc, maintenant, nous sommes en train d'élaborer un projet pour voir si vraiment on a besoin de continuer le Glivec ou si on peut arrêter. Et qu'après 15 ans, on a toute une cohorte de patients qui sont traités depuis 15 ans avec du Glivec. Donc, pour faire ce genre d'études et pour arriver à ces progrès, on a besoin vraiment de grande qualité, d'excellents laboratoires et d'une coopération au lit du malade. Donc, expliquer au malade ce que je vous ai dit, on peut vous mettre dans une étude clinique et tout ça. Donc, les investigateurs des hôpitaux, et en général sur des hôpitaux universitaires, qui participent aux études cliniques, mais aussi des centres de coordination comme le nôtre. Nous avons 224 personnes dans le staff à Bruxelles qui gèrent, initient, analysent, un staff unique de statisticiens qui nous donnent, à nous médecins, des idées. D'abord, quand on fait le protocole, il vous faudra autant de malades pour répondre à votre question, et puis pour suivre la base de données et pour analyser et publier les résultats. Et donc, il y a un besoin en Europe, et c'est vraiment fondamental, d'éducation et de former toute une cohorte de médecins formés à l'importance de la recherche clinique. Et c'est très difficile de motiver les jeunes actuellement parce qu'ils sont surchargés par leur travail, de routine, je dirais, et qu'ils n'ont pas envie d'écrire un protocole de recherche le soir ou le week-end, et que ça prend du temps d'expliquer à un malade. Quand vous êtes un chirurgien, un radiothérapeute ou un chimiothérapeute et que vous voyez un malade et que vous avez envie de le traiter, vous lui expliquez, voilà, je suis docteur, je veux faire ça, ça et ça et ça. Si vous commencez à dire, on ne connaît pas le meilleur traitement pour vous, on peut vous mettre dans une étude clinique, ça veut dire ça et ça et ça, votre consultation, elle ne va pas durer une demi-heure. Et donc, ça génère énormément de questions, d'anxiété et d'explications. Donc, il n'y a pas d'incitant au niveau des hôpitaux, ni de directeurs administratifs et financiers des hôpitaux, pour que les médecins passent énormément de temps à faire de la recherche clinique. Et moi, je crois que c'est super important de promouvoir des programmes de cliniciens investigateurs, on appelle ça des médecins investigateurs, qui sont vraiment motivés par faire de la recherche clinique. Et évidemment, il faut les funding, il faut le financement pour tout ça, parce que c'est vrai que les budgets des hôpitaux sont en difficulté, et que donc, comment on fait pour faire ces études académiques qui n'intéressent pas l'industrie, et qui sont fondamentales, et tout en motivant les jeunes qui doivent faire de la recherche aussi. Et s'ajoute à ça une complexité, c'est que grâce aux connaissances de tous ces biomarqueurs, de ces caractéristiques moléculaires des tumeurs, etc., on doit passer beaucoup plus de temps à faire de l'imagerie, à faire de la collection de bases de données, à faire de la collection de spécimens de tumeurs, d'analyser les tumeurs beaucoup plus profondément et leurs gènes.
Et qu'il y a aussi, à l'autre bout du spectre, alors qu'avant on se contentait de faire des études d'enregistrement et de voir quel est le state of the art, etc. Maintenant, on a énormément de travail à gauche du diagramme, mieux comprendre tout ce qui se passe à l'échelle de la cellule, les biomarqueurs, je vous ai expliqué la translocation d'un chromosome, analyser chaque cellule de tumeur, etc. Et de l'autre côté, si on définit un nouveau traitement, quelle est son applicabilité en routine à tout le monde? Est-ce que on parle vraiment de big data, de real world? Là, est-ce que l'application en fait apporte ce qu'on attendait? Avec quelle qualité de vie? Avec quel coût? Avec quelles conséquences? Donc, c'est ce qu'on appelle les études pragmatiques de mise en place, parce que pour effectuer une étude ici, il y a tellement de critères de sélection que ça ne représente pas nécessairement la population générale de tous les hôpitaux. Et donc, le transfert de la connaissance entre j'ai fait mon étude clinique qui prouve que cette approche-là, que ce soit une chirurgie, une radiothérapie ou un médicament, marche et est efficace, dans cette population bien spécifique de malades qui ont été dans la recherche clinique. Mais quid de l'application en routine à tout le monde? Et ça génère de nouveau de toute nouvelle série de questions qu'il faut absolument adresser. Alors, ça ne concerne pas la médecine, c'était au moment des crises économiques. Moi, j'ai été très frappée par la couverture du Time, Decline and Fall of Europe, et l'article à l'intérieur, c'était The End of Europe. Et je me suis dit, c'était à l'occasion des 50 ans de l'EORTC, et je me suis dit que dans le fond, c'était vraiment important de souligner ça, parce qu'on est toujours à un tournant aussi important dans la méthodologie d'effectuer de la recherche clinique à l'échelle européenne. Pourquoi? Pour ça. Ça, sur les aspects réglementaires, c'est la législation. Nous sommes, à l'Union européenne, 28 pays, mais nous sommes dirigés par des règlements, des lois, qui gèrent l'in vitro diagnostic, c'est-à-dire quand on vous fait une prise de sang, comment on fait les réactifs, comment on va analyser les résultats de vos marqueurs, etc. Medical device, c'est tout ce qu'on vous implante, une valve, un cathéter, un porte-à-cat, etc. Data Protection Regulation, tout le monde en parle, je suppose que vous avez entendu parler du GDPR qui est en application au mois de mai avec la protection de la vie privée, des bases de données, etc. Cross-border directive, c'est une autre législation sur les patients, par exemple, qui sont à la frontière franco-belge, qui peuvent se faire traiter d'un hôpital à l'autre, etc. ATMP, c'est Advanced Therapy Medicinal Products, ce sont les produits spéciaux où on vous retire des cellules, on les manipule, on les réinjecte. Donc ce ne sont pas des médicaments, c'est vos cellules qu'on transforme. Il y a des législations là-dessus aussi. Et puis, il y a la législation d'essais cliniques, l'expérimentation humaine, évaluer le traitement A versus le traitement B. Toutes ces législations ont été faites, tenez-vous bien, par des directions générales différentes. Donc, Clinical Trial Regulation, initialement, c'était la DG Entreprise pour préserver les jobs de l'industrie pharmaceutique en Europe. Elle a été transférée, tellement on a fait du foin sur la complexité de cette directive, à la DG Santé, donc à la Direction Générale Santé, et maintenant c'est un règlement où les pays ne peuvent plus accorder chacun ce qu'ils veulent et en mettre une couche séparée. C'est un règlement qui n'est toujours pas d'application, qui sera en application en 2019. 4 ans de retard. Donc il faut être compliant à tout ça, mais il y a les 28 États membres qui en plus chacun peuvent avoir des lois spécifiques sur l'expérimentation. Donc le génétique, ça, certains pays, on peut faire du génétique, on ne peut pas faire du génétique, dans quelles circonstances, etc. Les radioprotections, les Allemands sont extrêmement pointilleux sur tout ce qui est radiothérapie. Initier une étude de radiothérapie en Allemagne est un demi-cauchemar. Tout ce qui est les tissus, collecter les tissus, les tumeurs, les transférer d'un pays à l'autre. La Suède refuse qu'un échantillon sorte de la Suède. Pas facile de faire de l'étude internationale dans un cadre légal comme ça.
Donc, moi, je pense qu'on est vraiment devant un casse-tête régulatoire, et je suis vraiment une passionnariat des affaires réglementaires européennes en recherche clinique, parce que si on veut avancer et maintenir l'Europe sur la carte, il faut faire de la simplification et harmoniser. Voilà, ici je vous explique la Clinical Trial Regulation qui est à DG Santé, l'in vitro diagnostic à DG Gros et Data Protection DG Justice. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, ces gens ne se parlent pas. Et moi je leur dis que s'ils se parlent, ils ne s'entendent pas. Et donc moi j'ai publié un article qui avait besoin d'urgence, convergence de toutes ces régulations européennes, et parce qu'on va simplement tuer l'Europe et rendre la recherche impossible en Europe si on continue sur une modalité comme ça. Donc, la simplification, l'harmonisation, mais ça demande du courage et de la sagesse et aussi de la confiance. Mais je pense que si on ne collabore pas, Steve Arlington, qui était un de nos conseillers au moment des 50 ans où on a refait une stratégie sur les ORTC, nous a bien dit, c'est collaborer or die. Et c'est ce qu'il dit au CEO de l'industrie pharmaceutique aussi. Donc, je répète, si l'Europe veut un contexte réglementaire et une recherche de pointe et de qualité comme on a eu, et on n'a pas à rougir par rapport à tout ce que l'Europe a fait au cours des 50 dernières années, on a besoin d'un réseau de règlements qui soit un petit peu plus logique que ce que lui qu'on a aujourd'hui. Je vais vous montrer un exemple parce que je trouve que c'est vraiment important. La recherche moderne, actuelle, sophistiquée, vous avez un malade qui soit au Danemark, en Allemagne, en France. Le médecin lui propose un essai clinique. Il dit oui, il signe un consentement éclairé. Le malade est anonymisé, donc on n'a pas le nom. Nous n'avons des centaines de milliers de dossiers, nous n'avons aucun nom de malade. Toutes les données sont transférées par computer anonymisées. Elles sont, par exemple, chez nous, en Belgique, où nous sommes le legal sponsor et le contrôleur des données cliniques que le malade envoie. Mais l'étude demande des biomarqueurs et des analyses de sang. Donc, on prend du sang au malade. Le sang doit être transféré parce que le laboratoire NEC plus Ultra qui fait le biomarqueur qui nous intéresse, par exemple, ce sont des exemples, est en Hollande. Donc, il faut que le sang aille en Hollande et que les Hollandais sachent que ça correspond bien à ce malade-là dont nous avons les études cliniques. Bon, la meilleure biobanque pour stocker les tissus et garder les tissus au cas de récidive, etc., ou de nouvelles découvertes qu'on veut faire, nous avons des contrats avec IBBL qui est la meilleure biobanque pour garder les tissus de toute grande qualité à Luxembourg. Il faut que les tissus aillent à Luxembourg. Et puis, il faut que tout ça se parle. Et tout ça avec les règlements différents dans chaque pays. Et puis, 15 ans après, on a fait des découvertes. Et on se dit, mais dans le fond, on devrait retourner au tissu et au vin parce que peut-être qu'on a trouvé le pourquoi du comment. Et un Espagnol nous dit, je sais que vous avez des tumeurs et les données cliniques de ces malades, et moi, je voudrais faire tel test sur la tumeur. Et alors, c'est la loi espagnole. Et donc, c'est là qu'on se dit, mais où est-ce qu'on va en Europe? C'est quoi la coopération européenne? Je vous ai démontré par A plus B qu'il fallait des centaines de malades, qu'il fallait des malades qui viennent de différents pays. Mais on nous met tous les bâtons dans les roues avec toutes les lois, si on doit être compliant à toutes les lois nationales. Donc, il y a un urgent besoin de législation qui tienne compte de cette données modernes, parce qu'avant on n'analysait pas ces façons de sophistiquées de biomarqueurs, etc. Et tous les laboratoires ne font pas ces analyses. Donc c'est super important. Et comme disait Henri Tagnon, chez l'homme, c'est bien plus difficile que chez la souris. Et ça, j'espère que je vous l'ai expliqué. Le consentement éclairé. Évidemment, il faut demander un consentement aux patients. Mais moi, je suis particulièrement choquée de voir. J'ai demandé, les ORTC ont fait des centaines d'études. J'ai demandé qu'on me sorte les consentements éclairés de 1999 à 2016 qui concernent 316 études.
Donc, par étude, on a un consentement et tous les malades qui entrent dans l'étude signent le même consentement qui est fait spécifiquement pour cette étude-là, parce qu'on explique aux malades, vous allez être dans telle étude avec tel médicament ou telle radiothérapie. Donc, ils signent un consentement par étude. OK. On a fait 316 différents consentements éclairés spécifiques à l'étude, dans toutes les langues européennes, évidemment, puisque le malade, par loi, doit signer un consentement dans sa langue. Jusque-là, tout va bien. En 1995-99, la moyenne des pages des consentements éclairés était de 3. Ça veut dire qu'au pire, le consentement éclairé avait 6 pages à lire. Entre 2015 et 2016, 22 pages en médiane. Ça veut dire que parfois c'est 44 pages. Moi, je trouve inéthique de dire à un malade, vous avez un cancer, on peut vous mettre dans une étude clinique. Mais avant, vous devez lire, comprendre, digérer, signer un consentement de 45 pages. Je trouve qu'on ouvre son parapluie, on protège le médecin et on fait ce qu'il faut, mais c'est remettre la responsabilité. Je trouve ça inhumain de dire à un malade qu'il doit comprendre un jargon, parce que c'est du jargon, de 45 pages avant d'être inclus dans une étude clinique. Et c'est là qu'on y arrive actuellement. On est là. Ce sont vraiment des chiffres réels quotidiens de la recherche scientifique actuellement. Alors on s'étonne que ça n'avance pas. Vous imaginez que quand il faut d'abord générer ces documents de 40 pages, et puis dans toutes les langues, et puis les expliquer aux patients, évidemment que la recherche prend du temps. Alors on dit on n'avance pas. Mais voilà. Alors, ça, c'était pour vous expliquer toute la partie de pourquoi on est arrivé là, et maintenant qui est le sujet vraiment dont moi je m'occupe plus particulièrement. Ça, c'était ma responsabilité, je dirais, de 25 ans de directeur général. Mais mon observation, c'est que on a quand même progressé, que le cancer n'est plus une sentence de mort, mais que ce n'est pas nécessairement sans problème, et que donc il faut aussi s'intéresser à la problématique des survivants, et c'est pour ça que j'ai lancé un programme de recherche de Cancer Survivorship pour collecter les données à long terme. Et donc, on a fait notamment une infrastructure. Le ORTC Board, le conseil d'administration, a approuvé une énorme infrastructure, puisqu'on a les collectes de données de tous les malades qui ont été dans nos essais cliniques, c'est qu'on les suit de toute façon à long terme. Quand une industrie fait une étude, elle fait son étude, disons que ça dure 18 mois, 24 mois, elle a 600 malades, elle a sa drogue enregistrée ou pas. Mais après, c'est terminé. Il n'y a aucun follow-up. Que sont-ils devenus 3 ans, 10 ans, 15 ans après? L'industrie ne les collecte pas, ne les connaît pas. La différence avec une organisation de recherche académique comme la nôtre, c'est que nous suivons les malades pendant 20 ans, 25 ans, etc. Et que donc, on a maintenant créé une infrastructure non seulement pour collecter les données médicales, est-ce qu'ils ont une tumeur secondaire, est-ce qu'ils ont une insuffisance rénale parce qu'on a irradié, est-ce qu'ils ont une insuffisance cardiaque parce que c'est un sein qu'on a irradié, etc., etc. Donc, on collecte maintenant, grâce à cette infrastructure, donc c'est pour répondre aux questions à long terme. Que sont-ils devenus dans tous les pays et dans toutes les tumeurs? Donc c'est une plateforme avec tous les aspects légaux, et avec le GDPR, je peux vous dire que ça pose de nouveau des problèmes, parce qu'il faut rester en contact avec les malades. Où vont-ils 20 ans après? Leur médecin, en général, il est mort. Bah oui, si vous êtes traité par un oncologue de 50 ans, et que vous voulez suivre un enfant 30 ans après, il ne sera plus dans son hôpital. Donc ça pose des problèmes logistiques énormes pour pouvoir avoir un suivi à long terme de tous ces malades. Et c'est super important, tous ces survivors, ce qu'on appelle Cancer Survivorship Issue, c'est les aspects physiques, parce qu'il peut y avoir des fatigues, des problèmes de mémoire, je vous ai expliqué, cardiovasculaires, etc., ou psychiques, mais aussi, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que ça m'interpelle, ce sont les aspects sociétaux, d'avoir un job, de garder son job, d'avoir un prêt hypothécaire, acheter sa maison. Vous avez fait une leucémie à 8 ans, vous faites Solvay, vous êtes un brillant ingénieur, vous voulez acheter une maison, une industrie, et puis les assurances vous disent non, pas de solde restant dû.
Donc, il y a une discrimination et un stigma qui reste chez des malades qui ont été guéris. Et donc, moi, je pense que maintenant, nous, médecins, nous avons fait notre job. On dit aux malades, après 5 ans, vous êtes guéris, je ne veux plus vous voir. On fait moins de tests, il faut un suivi, mais pas aussi rigoureux, etc. Qui sont les assureurs pour dire, ah ben non, moi, je ne vous donne pas votre prêt. Et c'est ça, aujourd'hui. Et c'est des milliers. Il y a aujourd'hui, dans le monde, plus de 32 millions de cancer survivors. Donc, ce sont des gens qui sont 5 ans après le diagnostic. Il y en a 10 millions en 2012. Ce sont des chiffres de 2012 en Europe. Et donc, il y a un marché. Il y a des gens qui se plaignent et qui ont un problème d'accès au job, d'accès à l'assurance, d'accès à la propriété, d'acheter une maison, une entreprise, etc. Et c'est ça dont maintenant, moi, je m'occupe essentiellement. Donc, on a créé un Survivorship Task Force, et ça, c'est déjà depuis 2009, où on a accumulé des milliers de survivors en Hodgkin. J'ai demandé à l'Académie de littérature, ici, dans le building, de me traduire et de me trouver le mot survivor en français. C'est les gens guéris du cancer, les gens survivants du cancer. Ils ne trouvent pas. Même les académiciens de littérature ne trouvent pas. Donc, mais je trouve qu'en anglais, ça dit bien ce que ça veut dire. I'm a cancer survivor, tout le monde comprend. En français, les survivants, c'est pas très bien, mais je vous dis, j'ai demandé à l'Académie des lettres de me dire un nom, ils ne m'en ont pas trouvé. Des survivants en leucémie d'enfants, des cancers du sein traités précocement. On vient de publier une étude de radiothérapie de follow-up 20 ans après chez 10 000 femmes cancer du sein. J'ai fait un TED à Monaco sur Cancer Patients Should Not Pay Twice. Donc, c'est expliquer toute cette problématique sociétale de banque, d'assurance, de job, pour sensibiliser les employeurs, les banquiers, les assureurs. Et je peux vous dire que j'ai pris mon bâton de pèlerin depuis 2 ans, je ne fais quasi que ça, c'est aller voir des gens, les convaincre et tout. Hier, j'étais encore au Parlement européen. Ça commence à bouger, mais ça va prendre beaucoup de temps, mais ça ne fait rien, j'ai l'énergie et la conviction pour le faire. Mais je pense qu'il faut changer l'aspect législatif et je vais vous montrer quelques idées là-dessus. Et donc, le 1er et le 2 mars, la semaine prochaine, on fait ici à Bruxelles le 3e Cancer Survivorship Sommet. J'en avais fait un en 2014 et un en 2016. Et le 3e est la semaine prochaine ici à Bruxelles, où j'ai des patients qui viennent témoigner. J'ai pas de prêt hypothécaire, j'ai perdu mon job. Des indépendants aussi, c'est ce qui est une nouvelle... parce qu'on parle toujours des employés et des employeurs, mais il y a toute la problématique des indépendants. Donc, ce sont les aspects sociétaux post-traitement du cancer. Ça, c'est le cartoon qui avait été fait pendant mon TEDx à Monaco. C'est 11 minutes, c'est sur YouTube, vous pouvez le regarder, c'est assez convaincant. Alors, mon espoir, c'est celui-ci. En France, ils ont une convention assurance empruntée pour les risques augmentés de santé, AERAS. Et cette convention parle du droit à l'oubli. Parce qu'on voit qu'il y a quand même des malades qui ont des problèmes, notamment pour avoir acheté des maisons et avoir des prêts. Même acheter une voiture. Un indépendant qui a besoin d'une voiture, il dit qu'il a un cancer, on ne lui prête pas d'argent pour avoir sa voiture. Et donc, les Français ont créé, suite à cette convention de risque augmenté de santé, et c'est venu du sida. C'est parti des gens qui avaient le sida et qui n'avaient pas de prêt. Et ça a été étendu grâce à l'Institut national du cancer français, l'INCa, en projet de loi qui a été voté et qui est maintenant d'application depuis février 2016, qui dit qu'un assureur ne peut pas prendre en compte un diagnostic de cancer pour un adulte 10 ans après et pour un enfant 5 ans. Moi, je trouve cette loi magnifique et je me bats pour que cette loi soit dans toute l'Europe.
Je trouve que c'est une anti-discrimination. On peut encore dire 10 ans c'est long, 5 ans bon pour un enfant, mais je me demande pourquoi, et c'est equal access, c'est égalité des citoyens, je trouve que c'est une anti-discrimination. Pourquoi un Hongrois, un Belge, un Hollandais ne pourraient pas avoir le même loi? Donc l'assureur peut savoir éventuellement, le malade peut le déclarer, mais il ne doit pas. Et en tout cas, même s'il le déclare, un assureur ne peut pas en tenir compte. Moi, je trouve cette loi magnifique. Bon, en Belgique, qu'est-ce qui se passe? En Belgique, on a la fameuse loi Partica. Et cette loi Partica, elle a été faite en 2015. Et elle n'est pas du tout sur le même modèle. Donc, elle facilite, soi-disant, l'accès au crédit. Il y a un bureau de suivi auquel le patient peut faire une plainte. Dans les faits, ça ne marche pas. Et la prime peut être augmentée de 75%. Sans négociation possible, ou elle est refusée, ou on fait une augmentation de 75%. Dans les faits, ça ne marche pas. Moi, je trouve que la solution française est la meilleure, et voilà. Donc, ça, c'est l'objet du sommet et de toutes les discussions qu'on aura la semaine prochaine. Mais ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est qu'il faut prendre de la perspective et de la distance. Et que finalement, en peu de temps, parce que qu'est-ce que c'est qu'un siècle dans l'échelle de la vie, en peu de temps, il faut savoir qu'on a découvert le radium, et puis le nitrogène mustard, qui est la toute première chimiothérapie. C'est quoi le nitrogène mustard? C'est l'hypérite azoté, c'est le gaz qu'on a utilisé à Ypres, à la Première Guerre mondiale, qui a tombé dans l'oubli. Et puis à la Deuxième Guerre mondiale, ça a fait tilt. Ils se sont dit, ah ben, on utilise l'hypérite azoté, ça fait chuter les globules blancs. Donc si ça fait chuter les globules blancs, ça doit être bon pour les leucémies. Et c'est comme ça. Les toutes premières chimiothérapies, c'est 56. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. On a perdu 25 ans. Mais donc l'hypérite azoté, c'est la toute première chimiothérapie. Et puis, en 1947, on a le fameux procès de Nuremberg, et il a fallu attendre 1964 pour avoir la déclaration d'Helsinki. C'est quoi la déclaration d'Helsinki? C'est comme quoi toute expérimentation humaine demande un consentement. Donc, avant 1964, il n'y avait pas de consentement pour faire une expérimentation humaine. C'est quand même long, de 1947 à 1964, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, la première déclaration d'Helsinki est de 1964. Et la première data protection dont on parle maintenant, on avait déjà initié en 1995 et maintenant, en 2018, on fait une nouvelle. Et c'est la même chose pour les clinical trial directives. La première dans DG grosse, donc entreprise, était en 2001 et maintenant elle a été transférée à la DG Santé. Donc, vous voyez, en 1953, on découvre la structure Watson et Crick de l'ADN et puis en 2003, on a la structure du génome de nos 25 000 gènes humains. Ça prend du temps, c'est 50 ans. Mais qu'est-ce que c'est 50 ans à l'échelle? Et donc, il faut prendre de la distance, il faut prendre du recul. On avance, on avancera. C'est un rêve, c'est une réalité, c'est aussi une nécessité. Et chaque année, il y a des nouveaux problèmes. Et la problématique des aspects sociétaux post-cancer, et notamment banque, assurance, ben c'est un nouveau problème qui n'existait pas. Mais je trouve que c'est un luxe de pouvoir se dire, il faut assurer à tout enfant qui a eu une leucémie de pouvoir acheter une maison. Donc ça, c'est quand même des choses dont on ne rêvait pas quand j'étais sur les bancs de l'université. Et pour finir, en 1909, quand Blériot a pris son petit coucou et a traversé le Channel, qui aurait pu imaginer que Armstrong était sur la Lune le 20 juillet 69? Personne. Ça fait 60 ans et c'est incroyable, c'est faramineux passer du coucou à la Lune. Donc, je ne sais pas ce que sera la cancérologie dans 60 ans. Et je ne serai malheureusement pas là pour le voir. Merci. Madame Monnier, vous nous avez une fois de plus à la fois surpris et passionné. Vous avez entendu un regard qui est à la fois engagé,
critique, enthousiaste, passionnée. Elle est passionnée. Elle est également passionnante. Nous avons eu une vision, un peu une vision d'hélicoptère. Je déteste les gens qui regardent à la loupe ou au microscope et qui se perdent dans la confusion des détails. Vous nous avez donné une vision de l'oncologie qui est une vision tout à fait intégrée en passant de la biologie moléculaire et de la guerre des tranchées de 1914 à ce que sont les progrès énormes de l'oncologie moderne, en passant également par les aspects de génétique moléculaire et puis la recherche translationnelle, pour terminer sur une réflexion très philosophique et très humaniste sur le fait que les cancer survivors, ils ont des problèmes, ils posent de nouveaux problèmes et de nouveaux défis sociaux et sociétaux, et que nous sommes là, nous médecins, non seulement pour soigner les gens, non seulement pour poser des diagnostics, mais également pour assurer leur suivi bien au-delà de leur maladie. Et le médecin, c'est vraiment l'agent de la santé, et vous donnez une vision très humaniste des traitements, pas seulement de la chimiothérapie basée sur le concret, mais également sur une vision de grand maître de l'oncologie moderne. Et je tiens vraiment à vous remercier. Vous êtes une des rares personnes qui m'impressionne. Je suis secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, donc j'ai beaucoup de collègues éminents, mais vous êtes une des personnes que j'apprécie et que j'admire particulièrement. Alors, je suppose que vous avez des questions. Qui se lance le premier dans... Madame Bernier, merci. J'ai deux questions. La première, comme vous savez très bien, les documents d'information de consentement doivent être approuvés par les comités d'éthique. Et quand on voit, j'en fais partie, lire ce truc qui fait 50 pages, c'est casse-pied. Quelle solution voyez-vous? Est-ce qu'il y en a une? Et la deuxième question, la loi française, 5 ans les enfants, 10 ans de recul pour les adultes, à partir de quelle date? Du diagnostic, de la fin du traitement? De la fin du traitement. De la fin du traitement. Donc si c'est 6 mois de chimiothérapie, après les 6 mois. Oui, oui. Le consentement éclairé. Les législations disent qu'il faut dire au malade qu'il peut arrêter à tout moment. Donc il y a toute une série de choses qu'on est obligé de mettre dedans. Mais, ne vous en déplaise, chaque comité d'éthique, parce que quand on ouvre une étude internationale, donc il faut satisfaire les comités d'éthique des institutions et de chaque pays. Il n'y a pas vraiment d'harmonisation. Moi, je pense que si c'est éthique à Louvain, c'est éthique à Anvers. Pas nécessairement. À Milan et à Rome. Donc, qui est un comité d'éthique par pays, c'est normal, la culture, la langue, ça c'est tout à fait normal. Mais il nous est arrivé de devoir remanier des consentements parce qu'à Rome, on interdisait, par exemple, si vous faites une chimiothérapie à quelqu'un en âge de procréer, vous devez quand même être sûr de mettre qu'il y a des moyens contraceptifs. Eh bien, à Milan, ils acceptent, et c'est normal, on ne voudrait pas que quelqu'un qui soit dans une expérimentation ait un risque de grossesse. Et à Rome, on vous interdit, le comité d'éthique dit « Ah non, il n'en est pas question ». Eh bien alors, on dit « Votre hôpital ne participe pas, c'est pas possible ». Mais donc ça, c'est un exemple. Mais il y a d'autres exemples moins caricaturaux où chaque comité d'éthique quand même essaie d'ajouter une couche. Et donc, celui-là, il veut ajouter ceci, celui-là, il veut changer cela. Je pense que là, il y a une responsabilité des comités d'éthique énorme. Ça ne va pas s'améliorer avec la nouvelle réglementation qui prévoit qu'un seul comité d'éthique sera désigné pour une étude donnée au sein du même pays. Mais en France, c'est comme ça. Et honnêtement, ça marche. Ça commence comme ça maintenant. Oui, mais ça... commencé les études pilotes. Oui, eh bien, en France, c'est ça. Ils ont reconnu 19, je crois, comités d'éthique qu'ils appellent centraux, et que vous vouliez utiliser tous les hôpitaux français ou 5 hôpitaux français, etc., vous pouvez le soumettre, vous ne pouvez pas choisir dans lequel, parce que ça a eu lieu. Et si on dit, ah, le comité de Lille, il est plus facile que celui de Nice, je vais tout soumettre à Lille. Non, vous ne pouvez plus choisir lequel. Mais il y a 19 comités d'éthique référents qui sont attribués par l'Agence du médicament, les autorités nationales de santé, et qui vous allouent un comité d'éthique. Et quand un comité d'éthique de ces 19 accrédités accepte et approuve, l'étude a lieu dans toute la France.
Moi, je trouve ça, c'est déjà un système. Mais on y est presque, si je me permets de vous ajouter. Ah bah tant mieux. Il va y avoir 700, peut-être 800 comités d'éthique reconnus. Et donc un seul comité. Et ça tournera dans ces comités. Les projets sont attribués par un comité de direction. Voilà. Donc sur un mode de rotation éventuellement. Oui. Parce qu'il faut quand même des comités d'éthique spécialisés. Hein. Vous ne pouvez pas être super spécialisé en cancer et juger, parce qu'il y a juger l'éthique, mais il y a aussi juger l'aspect scientifique. Et avoir toutes les connaissances de toutes les disciplines, un jour un protocole de cardiovasculaire, un jour un protocole d'orthopédie, et un jour un protocole de cancéro. Il faut quand même qu'il y ait des gens... C'est une difficulté réelle, mais enfin, la position des comités est quand même assez large. Oui. Et d'autre part, si on est accueillant, on fait appel à un expert Oui. du domaine. Oui. Mais je pense que le rôle des comités d'éthique est important. Oui, mais je reviens à ma question, comment abréger ces documents d'information où, par exemple, on compare 3-4 drogues en chimiothérapie et tous les effets secondaires de tous les médicaments. C'est dingue. C'est complètement dingue. Mais qui est-ce qui impose cela? Les législations. La Il n'y législation. a pas moyen de contourner cela. C'est une bataille que moi, je n'ai pas commencé, j'en ai commencé d'autres. Mais oui, c'est le bon sens, quoi, c'est le bon sens. Et ça, on ouvre tous au parapluie. Donc, on vous a dit que vous pouvez... On vous fait une prise de sang, vous risquez d'avoir un hématome. Oui, mais on vous fait une hystomie, vous avez une cicatrice. Oui. Mais, oui. Pas par voie vaginale. Mais c'est le cas payé pour avoir une assurance sans faute. Oui. Oui, c'est là le monde. C'est vraiment très pénible, hein, parce que effectivement, vous avez des volontaires, des candidats volontaires qui se découragent et qui disent non, je ne participe pas à ça. Et d'un autre côté, si vous ne le faites pas et qu'il y a un problème, les assurances, puisque tout essai clinique est couvert par une assurance, les assurances ne fonctionneront pas. Non. Donc, c'est à un niveau supérieur qu'il faut régler. Je peux vous poser une question? Oui. Oh, vous avez une... Oui, allez-y, allez-y. Oui, merci beaucoup, c'était passionnant. Je suis familier de difficultés européennes dans un tout autre sujet, de secteur, comme vous savez sans doute, et je m'interrogeais, est-ce qu'il y a, au plan purement institutionnel, un ou des obstacles majeurs entre les États membres et l'Union, dans les domaines dont vous nous avez parlé, qui, par exemple, empêcheraient l'Union de prendre des initiatives, ou bien qui attribueraient des compétences exclusives aux États membres, en vertu duquel il n'y aurait pas, sans changement institutionnel, des initiatives communautaires. Pardonnez-moi la question qui paraît un peu vaste, mais est-ce que vous êtes confronté à des difficultés de cette nature? Autrement dit, est-ce qu'il faudrait pour avancer des modifications institutionnelles dans le système européen? La façon dont moi j'ai compris, c'est que si c'est un règlement, si c'est une directive, là c'est la bouteille à encre, parce que pour l'implémentation d'une directive, chaque État membre peut faire ce qu'il veut, grosso modo. Donc, avoir un règlement, et là on a eu une grande victoire quand on a changé la directive essai clinique en un règlement. Donc l'Union est compétente pour prendre des initiatives dans les 28 États membres? Oui, pour certains domaines. Mais alors, comme la santé est un domaine, une compétence nationale, la recherche est une compétence européenne. La santé est une compétence nationale. Et donc là, on joue comme les radioprotections en Allemagne, où ils disent « Oh non, on irradie ». Et ça, la Commission ne sait rien faire. C'est parce qu'on est à cheval toujours entre... Vous allez me poser une question. Et je vais d'abord laisser la priorité à madame. Merci. Moi j'ai une question. Donc d'abord, merci beaucoup. Voilà, je suis une survivante, on va dire, du cancer. Et je suis venue à cette conférence et je suis ravie de voir qu'il y a des personnes importantes qui travaillent dans ce sens-là pour les personnes qui ont eu un cancer et qui ont une vie après, mais qui n'est pas évidente. Et donc, merci beaucoup. Voilà, je ne représente personne, sauf que je connais pas mal de personnes qui sont dans mon cas. Donc voilà.
Et par rapport à ça, j'ai une question. Par rapport à tout ce qui est fait, pour que les personnes puissent être mieux protégées au niveau que ce soit les assurances ou la discrimination au travail, ou que ce soit les banques ou tout ça, si vous faites beaucoup de choses que pouvons-nous faire, nous, pour vous aider? Bien, j'en ai pas parlé, c'est peut-être une lacune, il y a énormément de groupes de patients, de ce qu'on appelle Patient Advocacy Group. Hein. Donc, qui se sont mis, il y a l'European Cancer Patient Advocacy Group, qui est une ombrelle de tous les groupes de patients. Il y a derrière vous un monsieur qui s'occupe des groupes de cancer patients poumons, survivants, parce que ça existe aussi. Et donc, il y a énormément de groupes de patients. Et s'affilier, par exemple pour le cancer du sein, il y a Europadona qui est à l'échelle européenne et qui existe dans tous les pays avec des antennes. Pour les hommes, il y a Europa Uomo pour les cancers de la prostate. Et il y a beaucoup de groupes de patients survivants au cancer du colorectal. Donc, c'est s'impliquer effectivement parce que quand les groupes de patients, ils ont beaucoup à dire à la commission. Et ils organisent beaucoup de réunions et beaucoup de lobbying. Et donc, travailler en coopération avec des instituts de recherche. D'ailleurs, nous les impliquons dans la relecture des protocoles de recherche et des consentements éclairés. Nous avons des malades qui relisent. Donc, dans ces groupes de patients, ils sont là et ils relisent le consentement éclairé pour donner leur avis. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais vous avez tous eu le programme du sommet. Si vous retournez le petit fascicule, donc le sommet finance, budget, assurance et tout ça c'est jeudi après-midi, vendredi matin. Mais vendredi après-midi et samedi matin, on a un cours spécifique pour les patients, pour les former. On fait ça tous les ans, ça, le Patient Course. Donc c'est un cours dédié aux patients pour les former en méthodologie de recherche, leur expliquer c'est quoi un protocole, c'est quoi un consentement éclairé, c'est quoi faire de la recherche, etc. Donc on fait ça tous les ans, un cours dédié aux patients. C'est bien. Au niveau vulgarisation aussi, au niveau ce qu'on appelle empowerment. Oui, bah c'est ça. J'ai travaillé dans le lobbying d'une part et d'autre part pour une grande ONG. Donc au niveau de tout ce qui est sensibilisation, éducation permanente, etc., ça c'est vraiment ce que je connais. Et je suis amenée là maintenant à me poser la question, est-ce que je pourrais faire quelque chose de ça à partir du moment où c'est ma compétence depuis des années et que ce domaine-là forcément m'intéresse plus et je suis davantage peut-être apte à faire ça et aussi à passer le message. Parce que c'est vrai que ce genre de choses, je ne sais pas où ça peut se trouver par rapport quand on a donc des traitements au niveau médical, etc. Et puis après, où est-ce qu'on peut connaître ces choses? Est-ce qu'il y a de l'information qui... Les ligues nationales contre le cancer forment beaucoup. Voilà. Via les ligues, hein, que ce soit la Ligue française, la Fondation belge contre le cancer, le Kamp tegen Kanker en néerlandais. Toutes les ligues nationales sont assez proches des groupes de patients. D'accord, merci. Mais ECPC, hein, European Cancer Patient Coalition, ils sont toutes les ombrelles de tous les groupes de patients à l'échelle européenne. Oui, monsieur. Oui, moi, il y a un point qui m'interpelle. Vous avez très justement expliqué que l'amélioration des traitements et des succès sont liés à une bonne identification préalable des groupes auxquels on doit donner un traitement particulier. Et c'est vrai que la génétique moléculaire, l'identification des gènes, le séquençage du génome permet de mieux classer les différents sous-types de cancers et donc d'appliquer des protocoles thérapeutiques plus efficaces à tel ou tel sous-groupe. C'est ce qu'on appelle la médecine individualisée, le targeted patient. Mais ça va de pair avec l'utilisation d'énormément d'anticorps monoclonaux qui fleurissent aussi bien dans les tumeurs solides que dans les tumeurs liquides, avec des coûts qui font exploser le coût de la sécurité sociale. Comment est-ce qu'on va se permettre? Il n'y a pas un cancer, il n'y a pas 10 cancers, il n'y a pas un cancer du sein, il y en a une multitude. Et donc si on adapte et si on individualise les traitements, ils sont plus efficaces, mais ils coûtent une fortune. Et comment est-ce que la sécurité sociale va permettre de payer tout ça? Tout à fait. Ça, c'est une autre conférence. 250 000 € par patient par an. C'est le coût des nouvelles dans une immunothérapie. Je vous ai dit fantastique, Wonder Drug pour le poumon, pour le mélanome. 250 000 €.
€ par patient par an. Donc, pour le moment, si vous êtes dans une expérimentation, vous avez accès aux médicaments, ça va. Chaque gouvernement essaie de négocier avec les firmes pour avoir un prix. Ce sont des négociations secrètes dont les prix négociés par le gouvernement ne sont pas connus. Ce qui se passe pour le moment, et moi je suis très contente parce que c'est ce que je trouve qu'il est la meilleure approche, et ça fait des années que je le dis, mais on me dit que ce n'est pas possible parce que de nouveau la santé est une compétence nationale, c'est que si on dit à une firme, vous avez tout le marché européen, 500 000 citoyens, dont il y en aura peut-être 3 000, on ne sait pas combien, qui sont dans cette petite catégorie, cette petite niche de votre médicament miracle, et de négocier à un prix pour tout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Belgique négocie, la Hollande négocie, l'Autriche négocie, le Luxembourg négocie, et il y a une fragmentation. Et alors les firmes ont peur de parallel market et de parallel importation. Donc, moi je trouve que c'est absurde et qu'il faut vraiment aller à dire à la firme, vous avez le marché européen, mais vous faites un prix européen. Les Allemands sont 100% contre, mais la Belgique, la Hollande, Luxembourg et l'Autriche maintenant se sont mis ensemble et discutent. Et il y a la même initiative Italie, Espagne, Malte aussi pour discuter ensemble. Mais de nouveau, ce n'est pas une approche européenne. Mais là, ce sont des enjeux gigantesques, hein, parce que alors qu'est-ce qui se passe? Un pays ne donne pas le prix, ah ben, la firme n'importe pas le médicament dans ce pays-là. Et c'est ça, equal access, tous citoyens. Donc, mais de plus en plus on lit pour le moment, je suis très contente de déjà la Belgique qui s'est mise avec Benelux plus Autriche. Je pense que les prix vont être tels qu'on va être obligé. 250 000 € par an par patient. Quels sont les cancers pour lesquels aujourd'hui il y a une immunothérapie en Belgique? Mélanome. Mélanome, rein, ça marche bien en rein aussi, poumon. Oui, donc, et ça va venir. Est-ce que le colon aussi? Honnêtement, je ne pense pas. Il y a rien, pour le moment, il n'y a rien qui marche en colon. Non, mais dans les leucémies aussi, hein, il y a toute une série de leucémies où on utilise les monoclonaux. Hein. Et actuellement, c'est remboursé en Belgique. Oh, pour certaines indications, donc en mélanome, oui, en rein, en poumon, Oui. oui. Pour certaines indications. Oui, et c'est vrai que ça ne sert à rien de faire de la recherche si on ne sait pas se les offrir. Oui, mais c'est ça, c'est ce serpent qui se mord par la queue, parce que les firmes mourront aussi s'il n'y a pas de marché, parce qu'ils sont trop exigeants, ils mourront. Mais ça sont des discussions difficiles. Ah, oui, mais c'est coût monstrueux. C'est un coût de don pour une firme ou bien c'est représente un coût réel de... Non, la flacon coûte 40 $. Comment? Le flacon coûte 40 $. Mais c'est tous les coûts de développement. Oui, bien entendu. Mais ce sont des coûts justifiés, c'est ça la question finalement ou pas? En partie, oui, parce que quand vous voyez toute cette complexité, écrire les protocoles, les firmes, c'est la même chose. Ils doivent écrire les protocoles, ils doivent écrire les consentements éclairés, ils doivent payer les institutions, les hôpitaux. Donc, c'est vrai que le coût de la recherche pour les firmes a augmenté de la même manière qu'il a augmenté pour des académiques comme nous. Toutes les exigences et toutes les couches qu'on remet autour, ben, ça coûte. Pour tout le monde. Est-ce que les flacons sont bien adaptés? Qu'est-ce que vous voulez dire? La posologie, donc si les flacons ne sont pas trop importants, la quantité présente dans chaque flacon, donc ce qui fait qu'on a... Oh, ça, je ne crois pas que c'est à ce niveau-là que ça joue. Ça ne se joue pas à ce niveau-là. C'est conditionné en pharmacie. Oui, c'est le pharmacien hospitalier qui gère ça. Voilà. Mais s'il n'y a plus de questions, il nous reste simplement à vous remercier et à vous dire que c'est avec grand enthousiasme que nous vous attendrons pour la prochaine séance l'année prochaine. Oh. Vous réussissez tellement bien à venir.